Il est temps de vous faire le résumé de l'actualité économique de la semaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Kiosque Éco et bienvenue à ce numéro. Un numéro qui portera essentiellement sur deux sujets. Nous parlerons avant tout de la première revue du programme RDC et FMI, satisfait ou échec. Nous parlerons ensuite de ce 64 MW pour le projet KTND, Espoir ou Utopie. Ah ben, je l'ai dit, je ne suis pas seul sur ce plateau. Des invités de visage qui très souvent se disponibilisent pour commenter l'actualité économique avec nous. Je commence avec Faustin. Bienvenue. Oui, merci. Merci d'être là. Je suis là de retour. Amédée, fidèle au poste. Moi également. Bienvenue. Je suis là. On doit quand même dire que vous nous avez manqué un moment à votre absence. Bien sûr, ça fait des Les gens émissions. ont commenté pour dire qu'est-ce qui se passe. Non, je suis là. Juste de petite indisponibilité, mais je suis là. Très bien. Alors, Olenga, ils nous sont bienvenus. Indisponibilité, donc sur tous les coups. Ouais. Alors, on comprend l'indisponibilité qui se justifie. C'est le cas avec vous également. Le vôtre c'est justifié également. Oui, moi, c'était des petits voyages. Ouais. Et je suis de retour. Très bien. Alors, bienvenue, qui est toujours là. Merci de votre fidélité. On doit dire qu'en dépit de vos occupations, vous accordez quand même du temps à cette émission. Oui, absolument. C'est presque un objectif, une mission, un apostolat. Il faut qu'on parle également des questions économiques par des gens qui ont une certaine maîtrise des questions économiques. Très bien. Alors, on commence avec vous, Faustin, puisque vous êtes de retour. Nous allons vous laisser la primeur de nous parler un tout petit peu, puisque certains disent que vous êtes l'homme de la petite histoire, de nous parler un tout petit peu de ces facteurs qui ont concouru à la validation préliminaire de la première revue du programme formel RDC FMI. Merci d'abord pour l'honneur. Bon, évidemment, le programme, la première revue qui vient d'être conclue, c'est vrai qu'on doit s'inscrire dans la dynamique parce que je crois ceux qui nous suivent souvent dans cette émission comprennent que quand vous avez conclu un programme avec le fonds, vous devez vous soumettre à un certain nombre d'exigences. Donc il y a des critères qui sont arrêtés, des critères quantitatifs, comme des critères structurels, pour lesquels chaque 6 mois, le FMI est censé déléguer à Kinshasa ses experts pour voir avec le gouvernement si vous avez tenu à ces engagements-là. Et c'est ce qui a été fait. En fait, c'est dans le vademecum du programme formel avec le fonds. Quand vous concluez avec le fonds, vous devez vous attendre à être... En fait, c'est ce qu'on appellerait un audit, s'il s'agissait d'une entreprise. C'est-à-dire, il y a des engagements, vous avez souscrit à un certain nombre d'engagements et le fonds doit venir de temps en temps vérifier si vous vous conformez à ce qui a été conclu. Et c'est ce qui a été fait tout à l'heure là avec les experts du fonds, qui venaient de boucler leur mission de 2 semaines, à Kinshasa. Pour l'instant, évidemment, en attendant l'approbation du conseil d'administration du fonds, qui doit siéger, je crois, fin juin, les conclusions sont bonnes. Et quand on dit les conclusions sont bonnes, je crois que c'est le travail de pédagogie qu'on doit faire de temps en temps avec ceux qui nous suivent, avec surtout la population. C'est vrai que certains à la cité se demandent, mais on est en bon terme avec les fonds, ils nous donnent une note positive, mais nous, on ne voit pas, on ne sent pas se retomber dans les paniers de la ménagère. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, je crois, je me sers toujours de cet exemple-là, c'est-à-dire dans nos rapports avec les FMI, il faut les comprendre comme un médecin avec son malade. C'est vrai que quand vous présentez une situation de crise comme la nôtre, c'est-à-dire vous avez un taux d'inflation qui est généralement élevé, vous avez des problèmes avec la gestion de vos finances publiques, et c'est alors qu'on va vers le fonds. C'est-à-dire, on suppose que quand vous êtes en programme les fonds, c'est que vous êtes censé être encore malade, ce qui est le cas pour nous. Mais l'avantage, c'est que tu vois un malade, quand on lui soumet un traitement, pour le médecin, il est en train de suivre des signes vitaux. Il se dit, bon, il est en train de se rétablir, voilà, est-ce que tu continues à prendre ton médicament normalement? C'est ce qui est fait avec les fonds. C'est ce qu'on appelle les revues. En fait, les revues, c'est une façon de voir avec le malade, est-ce que les médicaments que je t'ai prescrits, est-ce que tu l'as pris normalement? Est-ce que ces médicaments ont réellement résolu les problèmes? Est-ce que par rapport à ton état actuel, est-ce qu'on doit continuer toujours avec le même traitement ou on doit améliorer? Ben, comment se comporte la RDC en ça tant qu'on que appelle patient, justement, actuellement? Et quand les fonds vous disent que vous êtes sur la bonne voie, avec la note, notamment. La note positive, évidemment, parce que généralement, les termes consacrés, c'est que la revue a été satisfaisante. C'était B3. C'est vrai que dans la satisfaction, oui. C'est vrai que dans la satisfaction, c'est un terme souvent générique. C'est un terme générique pour dire que non, bien sûr, il y a encore quelques ratés,
Mais on suppose que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ce qui se passe chez nous. Chez nous, évidemment, bon, on doit se féliciter que les FMI nous donnent une note positive parce que nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. Vous savez, il y a la guerre, il y a des défis sécuritaires, ainsi de suite. Bon, c'est vrai que quelque part, si vous continuez à rester dans les limites que vous vous êtes fixées avec le fonds, c'est déjà, il faut jeter de fleurs au gouvernement. Ouais, j'aimerais qu'on ressorte ces efforts de la RDC en termes de facteurs. Non, les efforts... Qu'est-ce qui a été fait par la RDC? Ce qui a été fait, en fait, la clé. Bien coté. La clé, ce qui a été fait, c'est pourquoi je reviens toujours avec l'image, la métaphore du malade. Là. Ce qui a été fait, c'est que les malades se maintiennent. Les malades se maintiennent et ils présentent des signes vitaux qui sont encore rassurants. Et les signes vitaux en économie, c'est quoi? C'est-à-dire vous arrivez à maîtriser le taux d'inflation, vous présentez des réserves internationales qui sont robustes et vous présentez un taux de croissance. Aujourd'hui, le taux de croissance est estimé autour de 5%. Et que vous présentez aussi de bonnes perspectives économiques. Vous vous rappelez, dernièrement, le cabinet Moody's, il vient de donner une note satisfaisante, le B3, oui, avec de belles perspectives pour l'économie congolaise. Ça, ce sont des signaux vitaux. Ça dit quand il faut parler d'une économie, ce sont ces signaux-là. Et quand les fonds font une revue, je crois qu'ils se limitent, c'est pourquoi on appelle des indicateurs conjoncturels et des indicateurs structurels. Les indicateurs structurels sont toutes les réformes prévues. C'est-à-dire que comme en termes de finances publiques, c'est vrai qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Parce que l'objectif, par rapport à tout ce qui est fait avec le Fonds monétaire international, l'objectif c'est d'arriver à l'unicité du compte général du Trésor. Parce que je crois, c'est vrai qu'on ne va pas parler avec cette fameuse affaire des 39 millions. On se demande d'où sont venus finalement ces 39 millions. C'est parce qu'au niveau du compte général du Trésor, il y a trop de ramifications. Très bien, on en parle. Donc il faudrait qu'il y ait des réformes qui sont prévues. Surtout parce que les points névralgiques de notre économie, c'est souvent les finances publiques. Il suffit que vous ouvrez les vannes au niveau de finances publiques, tout va sauter. C'est pourquoi, si vous êtes discipliné sur les finances publiques, vous pouvez facilement contrôler ce que les fonds appellent des indicateurs conjoncturels, c'est-à-dire les taux d'inflation, le taux d'échange, et ainsi de suite. Et pour l'instant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les experts du fonds, qui ne sont pas politiques d'ailleurs, parce qu'il faudrait les dire clairement à ceux qui nous suivent, ce n'est pas de la politique. Ils se basent sur des chiffres là présentés par le gouvernement. Et selon ces chiffres là présentés par le gouvernement, ils estiment que nous sommes sur la bonne voie et ils nous ont attribué notre objectif. Ça, il faut s'en féliciter. Alors, je vais quand même poser la question à Amédée sur les objectifs quantitatifs, plutôt quantitatifs, et même les repères structurels de cette évaluation. Qu'est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Oui, au fait... Déjà, quand vous regardez nos finances publiques, vous verrez que le gouvernement fait un effort de rester dans les cadres, en fait. Vous voyez, par exemple, par le passé, on avait un problème avec les dépenses exceptionnelles, les dépenses d'urgence qui excédaient les niveaux qu'il fallait. À un moment, on a atteint même plus de 20% de dépenses exceptionnelles en urgence. Et ces repères-là, aujourd'hui, le gouvernement fait un effort pour rester dans son engagement avec le FMI. Ce qui fait que, depuis le début de l'année, par exemple, le gouvernement a limité les dépenses exceptionnelles ou en mode d'urgence, seulement les dépenses d'ordre sécuritaire, parce que nous avons la guerre dans la partie Est et les dépenses de l'armée, ils sont prioritaires et donc ils peuvent être décaissés en mode d'urgence. À part ça, il y a juste le dépenses de déplacement des autorités. Hein. Ce sont juste les deux dépenses qui sont actuellement admises pour être décaissées en mode d'urgence. Toutes les autres dépenses doivent suivre la chaîne de la dépense. Et ça, c'est pour permettre la viabilité budgétaire, en fait, pour qu'on ne puisse pas dépenser n'importe comment et on ne puisse pas... Faustin le disait tout à l'heure, vous savez, si vous larguez des millions de francs congolais sans regarder tous les paramètres, vous risquez de déclencher, par exemple, l'inflation et autres, et même la dépréciation du franc congolais. Alors, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça qui fait que, en tout cas, aujourd'hui, les finances publiques
sont au vert parce que quand on regarde les taux d'échange du franc congolais, ça n'a pas bougé depuis mi-avril 2024 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours à 2850 francs congolais pour $1. C'est un paramètre très important. Donc la stabilité de franc congolais, mais aussi, peut-être Faustin ne l'a pas souligné, c'est qu'avec cette réduction du taux d'inflation, qui pour la première fois est passé sous la barre de 2 chiffres. Aujourd'hui, nous sommes en cumulé avec un taux d'inflation de moins de 9,6%, alors que nous étions, fin 2023, on était à 23%. Fin 2024, on était à 11% et quelques. Donc aujourd'hui, il y a cette réduction-là. J'aimerais que vous puissiez représenter les choses comme Faustin le fait très souvent. Pour ceux qui nous suivent à la maison, beaucoup plus l'influence sur le panier de la ménagère, quittant un peu l'économie de bureau climatisé, allons-y sur le terrain. Qu'est-ce que ça représente exactement, ces chiffres autour du taux d'inflation? Voilà, ces chiffres qui traduisent au fait la stabilité du cadre macroéconomique a un impact sur le vécu quotidien, sur le panier de la ménagère, sur le pouvoir d'achat de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si le franc congolais ne s'est pas déprécié depuis une année presque, hein, puisque c'est depuis depuis mai 2024 que nous sommes toujours à 2850. Ça veut dire que le fonctionnaire qui recevait son salaire, par exemple, 400 000 francs congolais, le même 400 000 francs qu'il avait en mai 2024, a la même valeur que les 400 000 francs qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire le dépense qu'il faisait pour son ménage d'il y a une année, c'est le même dépense qu'il fait avec le même salaire. Ça, c'est très important. Puisque s'il y a dépréciation monétaire avec notre salaire qui est en francs congolais, ça veut dire que les paniers de la ménagère se réduit. Or, en préservant les taux d'échange, en préservant la stabilité du franc congolais, directement, ça a un impact sur le pouvoir d'achat de la population. Et cette stabilisation dont vous parlez découle de la stabilité également, s'il faut le dire, du taux directeur ou non? Oui, bien sûr. En fait, cette stabilité, tous les indicateurs du cadre macroéconomique c'est la résultante, en fait, d'une harmonisation de la politique monétaire menée par la Banque centrale et la politique budgétaire menée par le gouvernement. S'il n'y avait pas cette harmonisation de deux politiques, il y aurait des chocs sur les marchés. Or, nous observons que, à ce qui concerne l'inflation, nous sommes passés sous la barre de 2 chiffres pour la première fois depuis juillet 2022. Ça veut dire que c'est une bonne chose quand il n'y a pas inflation sur les marchés. Donc, les Congolais lambda, les petits Congolais, ils peuvent aller sur les marchés et il n'y a pas vraiment une hausse des prix sur les marchés. Et donc, ça lui permet de préserver son pouvoir. Très bien. On fait d'abord le tour de table. Je voulais juste ajouter un petit mot là. Parce que vous avez souhaité à ce qu'on soit un peu plus pragmatique. Je crois pour parler des taux d'inflation, c'est-à-dire quand on insiste sur la stabilité monétaire, évidemment, les communs de mortels risquent de croire que ce sont des notions tout à fait utopiques. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux d'inflation jouent sur le pouvoir d'achat de la population. Je prends un exemple. Quand on vous dit en glissement annuel, les taux est autour de 10%, cela veut dire que si vous avez par exemple un revenu de 1000 francs congolais au début de l'année et qu'au bout de 12 ans, au bout de 10 mois, ce revenu de 10 000 francs n'est érodé qu'en fonction de 9,6%. C'est-à-dire quelque part, c'est comme si vous conservez quand même un pouvoir d'achat. C'est pourquoi on dit généralement en théorie que l'inflation, c'est comme un impôt injuste qu'on perçoit sur le pouvoir d'achat. Parce qu'il y a une inflation, plus il est élevé, plus ça entame votre capacité de consommer. C'est pourquoi les gens ne doivent pas mystifier ou négliger, peut-être relativiser cette notion de stabilité, parce que la stabilité monétaire, c'est une façon de préserver le pouvoir d'achat de la population. C'est vrai que le revenu est maigre, mais si déjà votre revenu pouvait conserver sa valeur au bout d'une année,
Ça vous permet de consommer. Très bien. Alors, bienvenue, Bakoumania. Il y a quand même ces satisfaits-ci du FMI qui doit en principe déboucher sur une décision du conseil d'administration qui doit en principe se réunir en juin prochain. Alors, on parle de la République démocratique du Congo avec ses prouesses, mais la question qui me passe à l'esprit, quelles seront les retombées directes ou immédiates de cet accord satisfait-ci entre la RDC et la Banque mondiale? Oui, je voudrais rebondir. Le Fonds monétaire international, voulez-vous dire? Je voudrais rebondir quand même sur la question du taux de croissance. Contrairement à ce que Faustin a dit, le taux de croissance est à 6,2%. Et même certains... 6,5, voilà, 2024. Ouais. Mais même pour 2025, on ça tape autour de 5%. Oui, mais certains observateurs, certains analystes économistes aussi estiment même que ce taux était autour de 7%. Donc c'est aussi dire que les efforts ont été réellement fournis. Et cette fois-ci, la caractéristique de cette croissance, c'est de constater que le secteur minier n'a pas évolué autant, mais c'est plutôt le secteur de services et le secteur du bâtiment qui ont évolué de manière conséquente. Est-ce que cela présage cette diversification voulue de l'économie? J'espère que ça va se consolider. Ça va permettre à ce que le pays ne dépende plus que des mines. C'est un effort à faire. Bon, en deuxième lieu, lorsque vous posez la question sur les retombées, oui, justement, vous savez, après chaque fois qu'il y a cette revue, dans le cadre des facilités que le fonds offre, il y aura 220 millions qui vont tomber dans la balance des paiements en soutien, en appui à la balance des paiements. Mais l'avantage ici, c'est que, et le plus important avec ces revues avec le Fonds monétaire international, c'est que le pays gagne en crédibilité auprès des autres institutions et des autres partenaires. C'est ainsi que la Banque mondiale, par exemple, qui traînait le pied avec cette revue qui a été concluante, qui a été satisfaisante, la Banque mondiale pourrait, dans les prochains jours, discuter avec le gouvernement et injecter, en termes d'appui budgétaire, on parle de plus de 500 millions de dollars. C'est pas peu, hein, c'est beaucoup d'argent. Injecté pour quel secteur? C'est pour un appui budgétaire. C'est un appui budgétaire. Ouais. Donc quand il y a 500 millions qui arrivent en termes d'appui budgétaire... c'est 600 millions. 600 millions, voilà. Ouais. Voilà les chiffres exacts. Donc 600 millions qui arrivent en termes d'appui budgétaire, c'est une bouffée d'oxygène pour une économie comme la nôtre. Et d'autre part, ça veut aussi signifier, parce que les 600 millions vont arriver, le Fonds monétaire également va encore, lors de la deuxième revue, va encore injecter 220 millions, mais cette fois-ci, on va encore avoir de l'argent en appui budgétaire. L'appui budgétaire, c'est toujours intéressant parce que ça vient financer les programmes, les projets du gouvernement. Alors que, généralement, avec les facilités, ça venait en appui aux réserves internationales. Donc, c'est dire que le bénéfice, il est grand, il est très grand, parce que si on a la revue, on a satisfait avec les conditions posées par le FMI, et puis ce ne sont même pas les conditions posées par le FMI. C'est pourquoi je n'aime pas trop l'image de malade. Oui. Moi, je préfère plutôt, et je pense que c'est plus proche de Parlons d'un Congo convalescent. C'est plus proche de la réalité, parce que je pense que je n'aime pas trop maquiller les choses. Moi, je pense que c'est le préfet des disciplines dans nos écoles. Donc, vous venez, il a les bâtons. Le FMI, il a ce bâton lorsque vous prenez des engagements. Parce qu'il faut dire, les programmes de gouvernement, ce sont des engagements pris par le gouvernement, de dire que nous, on ne va plus faire ça, on ne va plus alimenter l'inflation, on va maîtriser les cadres macroéconomiques. Et le préfet des disciplines, il vient constater que vous avez respecté vos propres engagements. En ce moment-là, on sort la carotte pour vous aider à poursuivre cette politique. Parce que si le gouvernement refuse de poursuivre la politique, le fonds va arrêter son programme et c'est le gouvernement qui est perdant. Mais lorsque le gouvernement consent des sacrifices et les résultats arrivent, le fonds apporte un appui comme des biscuits, comme ça un appui en réserve internationale. Lorsqu'on arrive, on apporte ces appuis et que les autres partenaires, vous grandissez en crédibilité,
c'est vous qui gagnez. Et c'est vous qui gagnez in fine, parce que gagner avec le Fonds monétaire international, ce n'est pas dans l'immédiat, même si on dit que le fonds ne développe pas le pays, mais il faut aussi reconnaître que l'accompagnement du fonds, c'est le terme qui convient pour moi, l'accompagnement du fonds est nécessaire pour des gens qui ont accepté de faire la transparence et de jouer l'orthodoxie financière dans la gestion de leurs finances. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle, c'est vrai que tout n'a pas été rose. Je ne vais pas revenir sur l'exemple donné par Faustin. C'est vrai que la RDC a présenté des signes vitaux assez rassurants. J'aimerais qu'on parle de tout, des recommandations du FMI. Quelles ont été ces recommandations à la RDC? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Oui, vous savez, Guy, il faut d'abord dire que, comme les amis l'ont souligné, nous sommes dans une période très cruciale, parce que nous sommes agressés et on a des obligations qu'il faut faire pour la population, mais il y a aussi les obligations sécuritaires, parce qu'on ne doit pas perdre l'espace sur lequel nous habitons. Alors, ces défis-là étant énormes, et lorsque les fonds monétaires internationaux, qui n'est pas composé comme Amédée et Faustin l'ont dit, qui n'est pas composé des politiciens, parce que les politiciens, ils peuvent voir des choses roses, mais ils vous disent que c'est noir. Mais là, nous avons des experts qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme un élève qui a fait 70% à l'école, mais qui devait en principe faire 100%. Donc, dans les 30% là, c'est ce que les 30% qui doivent représenter les recommandations. Justement, parlons. Vous avez fait ça, mais à tel point, il faut éviter. Et surtout, c'est dans les dépenses. Dans les dépenses d'urgence qui avaient à l'époque atteint 23%, qui sont actuellement, si Amédée a donné les chiffres, c'est à 9%, quelque chose comme ça. 9,6. Déjà, on est dans de bonnes proportions, mais ce n'est pas assez. Pourquoi on ne peut pas réduire jusqu'à 2%, jusqu'à 3%? Donc, c'est ce genre de recommandations qui sont données. Bien sûr, il y a des urgences, mais essayez encore de revoir beaucoup plus pour diminuer de façon qu'il y ait rationalité dans ce que vous faites comme dépenses. Les amis ont parlé du taux d'inflation. C'est là où moi je voulais aussi revenir. Vous savez, quand les gens font beaucoup confiance au dollar, c'est pourquoi? C'est parce que notre monnaie n'est pas stable. Vous pouvez garder dans la maison ou dans votre compte. Et généralement, je pense que nous avons beaucoup préféré les comptes en dollars que les comptes en francs congolais. Si nous avons des comptes en francs congolais, c'est juste pour les dépenses courantes. Mais là, on a encore beaucoup de doutes parce que lorsque vous avez 10 dollars, plutôt 5 000 aujourd'hui, qui vous permettent d'acheter une boîte de sardines, c'est juste un exemple, et que demain, les 5 000 ne vous permettent pas d'acheter la même boîte de sardines, ça pose problème dans votre vécu quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de stabiliser la monnaie pour donner la confiance en cette monnaie. Et vous verrez que si la monnaie reste stable pendant un long moment, 5 ans, nous sommes à 2850, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, comme le disait l'ancien gouverneur de la Banque centrale quand on parlait de la dédollarisation de l'économie, Massangou, Jean-Claude Massangou, c'est ça son nom, je me rappelle à cette époque-là, il a dit « Essayons seulement de stabiliser notre monnaie et tout va aller de soi. » Parce que quand on n'a pas confiance en sa propre monnaie, vous voulez payer les loyers, les simples loyers, on vous demande en dollars. Vous allez acheter les dollars à 29 ou 29,20, mais quand vous venez verser chez les bailleurs, qui les prend, qui veulent les consommer, ils les transforment en 28,5. Vous voyez, cet exercice-là, comment il est difficile. Mais si la monnaie, on a confiance à la monnaie, grâce à sa stabilité, j'estime que les choses vont aller de soi et par personne, la dédollarisation dont nous parlons va disparaître d'elle-même petit à petit. C'est quand on voyage beaucoup, nous tous nous voyageons dans les petits pays qui nous entourent. Vous ne pouvez pas aller acheter en dollars. Et pourquoi nous on les fait? Pourquoi nous on privilégie la monnaie étrangère? C'est parce que notre monnaie avait un petit problème. Mais les efforts fournis par les gouvernements vont dans le sens d'améliorer pour que la population ait confiance en sa monnaie. C'est un exercice. Puisque vous parlez de ces efforts. Je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que Amédée Innocent est en train de dire. Parce qu'il a utilisé le terme confiance à la monnaie, c'est pourquoi je voulais tout de suite réagir. Il ne faut pas décréter la confiance à une monnaie.
il faut poser des actes qui permettent aux gens de se convaincre que notre monnaie est bonne, hein, qu'on peut faire confiance à notre monnaie. Si par exemple, à la fin du mois, je touche 400 000 francs, et que les 400 000 francs me permettent de payer les loyers, 100 000 francs, payer les Minerva des enfants, 100 000 francs, il me reste 200 000 francs pour la nourriture jusqu'à la fin du mois. Le mois prochain, je peux avoir le même montant, j'effectue les mêmes dépenses. Hein, et puis, pendant une année, j'ai le même montant, j'effectue les mêmes dépenses, personne n'aura besoin de demander, donnez-moi des dollars. Les gens demandent le dollar parce que ça fluctue. Hein, lorsqu'il y a hausse, donc si j'achetais 10 pains, je commence à en acheter 8. À ce moment-là, il y a un problème et je ne fais plus confiance au franc congolais parce qu'elle perd de sa valeur. C'est une monnaie, elle perd de sa valeur. Et c'est ainsi que quand on parle de la maîtrise du cadrage macroéconomique, les gens pensent que c'est pour s'amuser. Non, ce n'est pas pour paraître érudit, mais c'est parce qu'en réalité, tant que le cadrage macroéconomique n'est pas maîtrisé, les social est en difficulté. Hein, les gens vont les sentir dans leur vécu quotidien et le panier de la ménagère va en souffrir. Très bien. Alors, puisqu'il a parlé du gouvernement, moi j'aimerais qu'on parle avant tout de cette résilience qui s'observe aujourd'hui. Il y a eu quand même de grandes réformes engagées, initiées par le gouvernement, par le ministère de Finances. Quelles sont ces réformes qui nous ont amenés à ces satisfaits-ci, mais aussi quels sont les autres qui doivent se poursuivre pour justement atteindre comment dire, un satisfait-ci total et même la vue favorable du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Oui, vous savez, en fait, toutes les prescriptions en fait, du FMI ou les recommandations du FMI par rapport au gouvernement, en fait, c'est pour permettre à ce que les gouvernements puissent être en mesure. En fait, la RDC, nous sommes une économie des rentes. C'est-à-dire que les gros de nos revenus viennent de l'extraction des minéraux. Et or, une économie basée sur un tel modèle, c'est une économie qui est fragile. Il suffit qu'il y ait seulement un choc sur le plan international, qu'on n'achète pas le minerai, ou bien que les cours tombent, mais ce sera la débandade. C'est-à-dire que tous les cadrages macroéconomiques vont tomber. Et donc, toutes les réformes ou les recommandations que l'FMI fait à la RDC s'attendent au fait que le gouvernement puisse, diversifier l'économie. C'est ça. Bienvenue l'avait souligné. C'est-à-dire que depuis 2024, on remarque que ce n'est pas seulement le minerai qui contribue à la croissance de la RDC. On voit que de plus en plus, ce qu'on appelle la croissance hors mine, il y a notamment les services, les télécoms, il y a les BTP. Et donc, le gouvernement est encouragé à continuer à mettre en place des réformes pour diversifier cette économie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit maintenir la mobilisation des recettes. Regardez, nous avons la guerre à l'Est. Ça implique beaucoup de dépenses sécuritaires. Jusque à ce que ça peut même bouger le cadrage budgétaire qui a été fait. Donc ça, c'est un problème. Et donc, il faut penser à mobiliser suffisamment de recettes, non seulement pour faire face à ces dépenses sécuritaires qui s'accroissent de plus en plus, mais aussi, vous savez que la guerre, ça implique aussi les déplacements des populations. Il faut prendre en charge ces populations-là. Donc, ça demande à ce qu'il y ait suffisamment de réformes au niveau du gouvernement pour mobiliser des recettes et aussi pour mieux utiliser ces recettes. Oui, mobiliser des recettes, c'est une chose, mais j'aimerais qu'on parle de ces réformes qui vont au-delà de la mobilisation, assurer la stabilité de l'économie nationale. Quelles sont ces réformes? Il y a la facture, facture normalisée pour percevoir la TVA. Vous savez que c'est une réforme qui est centrale, en tout cas pour le gouvernement. Ça a été, la phase pilote a été lancée depuis les derniers trimestres 2024. Là, on est arrivé d'ici juillet, le gouvernement doit étendre l'opérationnalisation de la facture normalisée à toutes les grandes entreprises. Et en janvier 2026, il faudra généraliser, c'est-à-dire même les PME doivent pratiquer cette facture normalisée. Ça permet quoi? Ça me permet de maximiser les recettes de l'État.
Ça, c'est une autre chose. Faustin l'a dit autre chose, c'est l'opérationnalisation de la direction générale du Trésor, qui sous-entend aussi la mise en place du compte unique du Trésor. Aujourd'hui, les gouvernements, en fait, l'argent de l'État est éparpillé à travers plusieurs comptes dans le système bancaire. Si bien que on ne sait pas gérer, on n'a pas la visibilité de tous ces revenus de l'État qui sont éparpillés. Alors, cette réforme, ça vient réunir tous les financements de l'État dans un seul compte, avec un agent, il y aura un comptable central qui pourra effectuer des paiements. On aura beaucoup plus de visibilité sur le revenu de l'État. Ça, c'est très important. C'est une réforme qui est centrale et qui va, en tout cas, permettre de mieux gérer les revenus de l'État. Très bien. Je peux dire un mot par rapport aux réformes. Je crois qu'on devait se mettre d'accord sur certains préalables d'abord. Vous savez, c'est vrai d'insister sur la maximisation des recettes, la rationalisation des dépenses. Là, vous conviendrez avec moi que là, nous sommes en aval. C'est-à-dire, pour percevoir les recettes, on ne peut les percevoir que sur une production qui a été réalisée. Quand la production a été réalisée, vous percevez les recettes. Maintenant, pour dépenser, c'est alors qu'on vous demande d'être rationnel. Là, ce sont des réformes au niveau de finances publiques en aval. Mais le plus grand défi chez nous, c'est d'agir en amont. Parce que vous ne pouvez pas avoir plus de recettes si vous ne savez pas produire. C'est ça le problème. En fait, notre plus grand défi, c'est à ce niveau-là. C'est pourquoi je crois bien venir la souligner, c'est-à-dire le plus grand contribuable au niveau du budget de l'État, ce sont des miniers. Et vous savez, pour une économie doit fonctionner si elle donne la possibilité à son peuple de participer à la production. Et la meilleure façon de faire participer le peuple à la production, c'est de leur donner les possibilités de consommer. Et pour consommer, il faut avoir un revenu. C'est pourquoi il faut que le peuple participe à la production intérieure sur laquelle l'État va prélever et sur laquelle le peuple pourra tirer un revenu pour pouvoir soutenir l'effort de la production. Or, chez nous, qui produit? Ce sont des miniers. Qui participent à la production minière? Ce ne sont pas forcément la main-d'œuvre locale. Non. Elle est même limitée. Elle est même limitée. C'est pourquoi notre plus grand défi aujourd'hui, c'est... Je crois qu'on insiste... minière n'emploie pas... Voilà. C'est pourquoi on insiste beaucoup plus. Il faut chercher à diversifier notre économie nationale. C'est parmi... Et diversifier notre économie nationale, ça veut dire, c'est-à-dire, il faut que la main-d'œuvre locale participe à l'effort de la production locale. Exactement. Parce que plus nous produisons, plus l'État aura une assiette fiscale pour imposer et tirer plus de recettes. Et les peuples qui participent à la production auront un revenu pour consommer. C'est pourquoi, par rapport à ce que Bienvenue a dit, quand il remettait en cause ma thèse des malades, j'ai dit, mais en fait, nous émettons sur une même longueur d'onde. Oui, absolument. C'est-à-dire, les FMI est à la fois préfet des disciplines, parce qu'un préfet n'a d'autorité sur vous que si vous êtes sur la cour de l'école. À chaque exemple de son contexte. C'est-à-dire, pour moi, je suppose que les FMI est à la fois préfet des disciplines et les médecins. Mais heureusement pour nous... En même temps, gendarme. On doit dire, parce que vous avez dit... Heureusement pour nous, Guy, c'est-à-dire, nos rapports avec les FMI, c'est comme un malade ambulatoire. Il n'est plus à l'hôpital. C'est ça l'avantage pour nous. C'est un malade qui se remet, c'est un malade qui présente de bons signaux et qui vient de temps en temps voir son médecin pour des consultations de routine. Parce qu'il faut qu'on dise clairement à ceux qui nous suivent, l'objectif pour un pays moderne, ce n'est pas d'être tout le temps sous surveillance du FMI. Notre souhait est qu'un jour, nous puissions nous affranchir de ces mêmes mises du FMI. Dans un pays, on l'a fait. Entre 2012 et 2016, je crois, on a affiché une stabilité hors norme. On n'était pas en programme avec le FMI. C'est qu'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. C'est-à-dire, pour que vous rationalisez vos dépenses là, il n'est pas important qu'un travailleur quitte Washington pour vous le dire. Nous le savons. Pour que vous élargissez votre base fiscale, il ne faut pas qu'un fonctionnaire traverse des milliers de kilomètres. Est-ce que vous sentez quand même certains signaux? C'est que l'objectif pour nous, c'est pourquoi j'ai dit... Est-ce que vous sentez certains signaux donnés dans ce sens? Il y a des signaux, évidemment. Il y a des signaux. La RDC, il y a des réformes. Il y a des réformes qui se font, mais pour le moment, ces réformes, comme je l'ai dit tantôt, ils se concentrent plus en aval.
C'est-à-dire, en aval, ça veut dire que non, au niveau des recettes et des dépenses. Voilà. Ce qu'on a besoin comme réforme chez nous aujourd'hui, c'est d'agir en amont. Il faut que nous arrivions à produire. Il ne faut pas que nous restions toujours prisonniers du secteur minier. Je crois Amédée l'a dit. Il se fait qu'il y ait un choc au niveau du marché international. C'est tout l'édifice qui s'écroule. En tout cas, rapidement, parce qu'on va prendre notre deuxième sujet. Je vais ajouter l'image de malade, parce que ça me revient, l'image de malade. Le Congo retrouvé, en termes d'économie. Vous savez, pendant une période ici, on avait l'inflation qui est partie, le franc congolais qui est parti de 920 jusqu'à 2850 aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire qu'on a connu une surchauffe telle qu'on peut dire que le malade avait une température de 40 degrés. Donc sa mort était certaine. Et l'image d'un malade ambulatoire, ça je l'accepte. Je l'accepte, c'est pourquoi je commence. C'est parce qu'il y a eu des efforts. Et là, il faut saluer. Il ne faut pas avoir peur de saluer quand ça marche. Il faut saluer les actes posés, les décisions et la gouvernance de la République démocratique du Congo, qui a permis à ce que ces malades qui étaient à 40 degrés de température, ça a quand même baissé jusqu'à 37. Parce qu'il peut maintenant marcher, parce qu'il était grabataire, maintenant il peut marcher, aller à l'hôpital, aller voir son médecin, parce que là, avant, il ne pouvait pas voir son médecin. Il agonisait. Il agonisait pratiquement. Et maintenant, ça va. Voilà, c'est juste le petit commentaire que je voulais ajouter. Très bien. Voilà, nous allons cette fois-ci parler de notre deuxième sujet retenu, et ça sera le dernier avant de prendre la caricature. On parle de ces staticos. 9 ans après, enfin, le gouvernement décide de reprendre avec le projet de Katende, du Grand Katende, et j'aimerais qu'on commente là-dessus. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, les choses seront mieux qu'hier et pourront déboucher justement moi, je suis Kanangé. Un résultat? Moi, je suis Kanangé. Oui. Vous parlez de 9 ans, mais moi, je vous informe que ce projet-là a commencé depuis 1961. Depuis 1961. Barrage de Katende. Faites les calculs. Je suis Kanangé. Et donc, ça fait plus de 9 ans. Je ne suis pas sceptique comme eux, parce que nous avons notre gouvernement. Mais chez eux, ou chez nous, à Kananga, on dit « Ma passe toi, moi, il n'a pas loin ». Tu sais la signification? Allez-y. Tu te dis que tu es, comment on appelle ça? Chambouillat en français, c'est comment? Le père des jumeaux. Oh, oui, oui. Vous vous vantez que vous avez des jumeaux, mais il faut les placer dans une sorte de corbeille pour voir qu'effectivement vous êtes Tata Mapassa, vous êtes Chambouillat. C'est pour ça qu'on dit « Ma passe toi, moi, il n'est pas loin ». C'est juste un défi pour voir, nous croisons les doigts. Mais ce n'est pas de la magie pour réaliser ce projet. Si ce n'est pas de la magie, qu'est-ce qui a fait? Est-ce que toutes ces années, vous parlez de 1964, vous remontez plus loin? 61, ça n'a jamais évolué. C'est un problème de volonté. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de volonté politique, Guy. À l'époque de Mobutu, on disait Mobutu n'aimait pas les Kassaïens. Mobutu n'aimait pas les Kassaïens, c'est pourquoi il ne voulait pas... Parce que les courants, d'abord, les courants nous passent sur la tête. Bien sûr. À Tchikaji. Tchikaji, c'est à 5 km du centre-ville. De Kananga. De Kananga. Mais les courants nous passent par-dessus la tête pour aller vers les Katanga. On a dit on pouvait soutirer à partir de Tchimboulou. On pouvait placer un transformateur à partir de Tchimboulou pour diminuer la tension et nous renvoyer le courant à Kananga. Ça n'avait jamais été fait. On dit Mobutu ne voulait pas de Kassaï. Bon, ça c'est ce que disaient les gens. Moi, je ne suis pas dans cette... Allons-y au-delà de ces Deuxième considérations. Kabila père arrive, bon, lui il n'a pas traîné 3 ans, il est parti, donc il ne pouvait pas s'intéresser d'elle. Kabila fils arrive, il donne de l'espoir, il donne de l'espoir aux Kassaïens qu'il va réaliser ses barrages. Il n'a pas fait, il est parti, je ne suis pas le mobile. Bon, tu sais qu'il est là, on dit que c'est le fils du terroir. Bon, avec lui, on a de l'espoir s'il est fait, mais on croise encore les doigts. Ça ne demande pas toutes de la les magie, fois comme je voulais. où ce projet n'a pas évolué, quelles en sont les contraintes, quelles en sont les raisons? Ce n'est pas seulement question de dire que ce n'est pas l'argent qui manque. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Je voulais parler de la volonté politique, de la volonté de faire. C'est cette volonté-là qu'il n'y avait pas. Ok. Bon. Espérons, comme il y a un fils du terroir, qui pense faire un cadeau, peut-être. Mais qu'est-ce qui assure que cette fois-ci, ça sera différent? Oui. Ça peut être différent. Je vais lui donner la parole, ça peut être différent parce que
les gouvernements comptaient sur les apports des les capitaux extérieurs que les gens viennent faire et puis il va rembourser, voir comment on peut aller dans les partenariats publics-privés. Ce qui fait gagner à la République beaucoup d'argent, ce genre de procédure. Mais cette fois-ci, le gouvernement s'est décidé, et nous les croyons sur mot, le gouvernement s'est décidé de financer ces projets de la Katende par ces fonds propres. Les fonds propres du gouvernement pour financer. Et les fonds qui devaient venir des Indiens peuvent servir à amener le courant, à servir de véhicule, amener le courant vers les Katanga pour essayer de rentabiliser si les barrages est déjà opérationnel. Bon, je ne croise pas assez des doigts comme les autres, mais comme l'annonce a été faite par le ministre des Finances, c'est lui qui a un regard très précis dans la marmite financière, qui voit ce qu'il y a et ce qui n'est pas là, lui-même a promis. Bon, nos regards sont tournés vers... Bienvenue, Bakoumania. Lui parle plutôt de croiser le bras. Moi, je vais prendre plutôt... croiser les doigts. Les doigts. Le doigt. Moi, je vais prendre plutôt la situation critique que traverse la RDC. Pensez-vous que le gouvernement pourra autofinancer ces travaux de relance de ce barrage de Katende? Oui, c'est même intéressant. Au regard de priorités et même des urgences qui connaissent. C'est une priorité, justement. C'est aussi une priorité. C'est une priorité de produire... Je parle de priorité plus sécuritaire, vous connaissez. Il y a la guerre. C'est aussi la sécurité. C'est une priorité de produire de l'électricité. Les Kanangais ne veulent pas lâcher la parole. Allez-y, ne veulent pas lâcher. C'est une priorité, effectivement, c'est une priorité comme toutes les autres. Et cette fois-ci, c'est clairement, il y a une volonté politique réelle. Il y a une volonté politique réelle de relancer les travaux de chute Katende et ainsi avoir ce barrage qui va nous produire 64 MW. Vous savez, il y a toujours un déficit. Ce pays est toujours en déficit en électricité. Et je pense qu'entre Amédée ou Faustin, ils disent régulièrement, si on veut développer ce pays, il faut de l'énergie. C'est comme le sang. Ils répètent ça à souhait. Si on a les 64 MW, et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a séquencé le projet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la production qui irait directement vers Kananga et une production qui irait directement vers le Katanga, où il y a des miniers qui ont des moyens qui pourront rentabiliser l'exploitation de ces barrages de Katende. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire Kananga ne pourra pas consommer les 64 MW dans l'état actuel. Et il ne pourra pas consommer ces 5 MW tout au plus pour Kananga et les environs, notamment Mbujima et les autres. Il faut construire des lignes. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la République, après Mobutu, Inga 1, Inga 2 et une partie des Zongo, et Kabila, Zongo et Boussanga, aujourd'hui on a quand même... qui est privé aussi. Non, en tout cas, je prends comme ça, c'est pas privé, c'est dans le cadre du partenariat avec la Chine. Donc c'est Boussanga et puis il y a aussi Nzilo qui est en instance de construction. Je pense que c'est toujours bon que nous ayons une autre source de production d'énergie parce que nous avons un potentiel énorme de production énergétique et hydroélectrique qu'il faille exploiter et c'est une bonne chose que les gouvernements puissent prendre sur lui de financer ce barrage. Très bien. Nous avons vu quand même plusieurs gouvernements qui se sont succédés faire revenir sur la table ce dossier Katende, mais on parle de moins en moins de son impact socio-économique. Quel sera l'impact socio-économique de ce projet une fois réalisé? Question, j'aime dire, répéter chaque fois que l'énergie, on dit de l'énergie que c'est la ressource souveraine. Pourquoi? Parce que c'est la ressource à partir de laquelle on peut produire toutes les autres ressources. Faustin le disait tantôt ici, l'économie, la base de l'économie, c'est la production. Quand vous ne produisez pas, vous n'avez rien. La base de l'économie, c'est la production. Parce que la production, c'est là qu'il y a la combinaison de tous les facteurs, le capital, le main-d'œuvre et tout. C'est ça. Et je crois la dernière fois, je l'ai dit. Et je pense que dans ce pays, si nous sommes pauvres, parce que nous ne produisons pas, parce que nous ne travaillons pas assez, c'est pourquoi nous sommes pauvres. Si nous arrivons à travailler massivement, c'est-à-dire que si il y a 50 millions de Congolais actifs en âge de travailler et que tous travaillent, nous produirons suffisamment de revenus qui permettront à ce que nous puissions nous développer. Mais
dans un coin où il n'y a pas l'électricité, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'électricité, ces barrages, ça sera un catalyseur du progrès dans ces coins-là. C'est-à-dire que dès qu'il y a le courant, ça pourra permettre à ce qu'il y ait des petites unités de production et permettre à ces riverains d'avoir des revenus et d'exporter. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le point central. C'est le point central. Je suis content que au ministère... Ce barrage n'aura plus d'impact que dans le coin où il sera... Mais c'est d'abord dans ces coins-là, dans les Kasaï, d'abord, même si pour rentabiliser l'investissement, il ne pourra pas desservir d'autres provinces, par exemple. Le gouvernement tient à ce qu'il y ait une ligne qui aille jusqu'au Katanga, chez les miniers, puisque vous savez que dans les Katanga, on parvient maintenant à importer l'électricité de la Zambie, voilà, donc c'est ça. Mais c'est quelque chose de très important. Je disais que je suis content qu'au ministère des Finances, qu'on ait trouvé la formule au fait pour financer. C'est-à-dire que au ministère des Finances, on va s'appuyer sur le marché des titres, des titres financiers, obligations du Trésor, pour lever 200 millions de dollars et pouvoir financer ces projets. Ce qui n'est pas possible. Non, on a déjà d'ailleurs repéré les banques qui sont favorables à financer. On a déjà repéré au moins 4 banques qui vont financer à titre de 50 millions pour chaque banque pour faire les 200. Et donc cette fois-ci, on ne parle plus d'un canular ni d'une utopie. Non, je ne pense pas. Vraiment... Je ne pense pas que ce soit un canular ni une utopie. Vous avez vu le dernier passage du président de la République dans la zone. Qu'est-ce que les Kanangais disaient? Ils ont besoin de l'électricité. Ils ont besoin de l'électricité. Et même, je me rappelle de Monseigneur, c'est Félicien qui a dit au président de la République, bon, ça c'est par rapport à la route Kalamambou, je dis non. C'est vrai, la route, elle est importante. Mais avant tout de l'énergie. Mais nous voulons avoir des unités de production pour que cette route-là ne serve pas seulement aux Angolais de venir vendre chez nous, mais que nous aussi nous puissions produire très bien. Alors, utiliser la route et vendre ailleurs. On doit finir. Laissez-moi d'abord, s'il vous plaît. Je suis le maître de séance. Je vais accorder la parole à Faustin. C'est beaucoup plus, laissez-moi poser la question. Je suis là pour ça. C'est beaucoup plus pour... ressortir les erreurs d'hier, du passé, qui ne doivent plus se retrouver aujourd'hui dans l'opérationnalisation de ce projet. Essayez de nous faire... les erreurs d'hier, nos erreurs sont connues. Nos erreurs, c'est-à-dire quand on commence quelque chose, on ne sait pas aller jusqu'au bout. Je crois, Innocent l'a souligné, c'est un projet qui date de 1960. C'est pas une erreur, c'est une question de rien. Déjà, l'annonce de ce projet est plus âgé que nous tous sur ce plateau ici. Donc, c'est vous dire qu'on l'a annoncé, mais sans concrétiser. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Bon, avant de répondre à votre question, moi je voudrais embrayer sur ce qu'Amédée a dit tout à l'heure. Et je crois que Bakou l'avait effleuré sur l'importance de l'énergie. Vous savez, je vous ramène dans la Bible un peu. Vous savez, au commencement, dans le livre de Genèse, le premier chapitre, je crois, le premier verset là, Dieu créa le ciel et la terre, machin, tout ça. Et puis la terre était informe et vide. Le deuxième là, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est pour dire que la lumière au centre de tout projet de développement. Parce que quand Dieu a créé, la terre était informe et vide. Et pour qu'on donne un sens à la terre, il a fallu qu'il ait la lumière. Et la lumière, c'est l'énergie. Et notre pays, c'est encore un vide. Elle est informe. On a compris la forme imagée. Alors donc maintenant, pour revenir au projet... Les erreurs d'hier qu'il faut éviter aujourd'hui. C'est que moi, je me félicite dans cette histoire de Katende, c'est que c'est le troisième projet qui est totalement pris en charge par le gouvernement. Après Inga 1 et Inga 2. Parce que le projet de Boussanga, c'était un PP avec les miniers. Le projet de Nzilo, c'est avec des partenaires miniers aussi. Même le projet de Zongo, c'était avec les Chinois. Mais au moins, cette fois-ci, c'est le troisième projet énergétique pour lequel la RDC s'investit totalement. Parce qu'au départ, c'était... S'approprie de bout en bout. Parce qu'au départ, on devait faire avec des Indiens. Mais c'est vrai qu'il y a eu des défis logistiques, des problèmes techniques, des contraintes politiques. Mais au moins, cette fois-ci, le gouvernement s'est dit, moi, je les finance. Mais comme on ne veut pas rompre avec les Indiens, on s'est dit, bon,
l'objectif c'est d'atteindre les 64 MW, mais je crois par rapport aux notes techniques que j'ai lues, la première phase prévoit d'arriver à 16 MW pour desservir les zones environnantes. Avec l'autofinancement de la RDC. Bien sûr, tous les projets de 64 000 MW, ça sera pris en charge par la République démocratique. C'est 64 000 MW. Non, non, 64 MW. À 64 MW, la capacité prévue pour le projet, tout l'investissement, c'est financé par le gouvernement. Très bien. Mais au moins pour la partie indienne. La partie indienne, parce qu'aujourd'hui, on doit reconnaître que non, quel que soit ce que nous disons autour de ces plateaux ici, nous sommes condamnés à vivre avec les mines. Or, nos miniers, ils sont quelque part un peu limités. Parce que ce que nous vendons sur le marché international, ce sont des produits qui n'ont pas atteint la phase finale. Justement, or, ces produits n'atteignent pas la phase finale à cause justement de ces déficits énergétiques. C'est que le projet 64 000 MW. 64 MW. Qu'est-ce que je 64 MW par rapport à tout ce qu'on a comme... Vous allez y arriver. Par rapport à tout ce qu'on a comme déficit en énergie, c'est encore insignifiant. Notre souhait, c'est qu'on doit multiplier ce genre de projets KTND. Exactement. Très bien. On doit les disséminer à travers toute la République, sans oublier que le plus grand défi qui reste à relever dans le pays, c'est de réaliser les grands îlots. Alors, parce que là, ça va nous mettre à l'abri. C'est très bien. Alors, pour multiplier ce genre de projets, je l'ai toujours dit ici sur ces plateaux, et nous avons un atlas alternatif des énergies renouvelables. Ouais. Cet atlas, ça donne plus ou moins 780 sites où on peut produire de l'énergie. Moi, j'ai plutôt une question qui va faire objet de la caricature. C'est donc vos commentaires, puisqu'on a fini cette émission. Le Katangé parlera prochainement. Est-ce que nous pouvons avoir déjà la caricature qui va, dans quelques secondes, apparaître derrière moi? Une caricature qui sûrement vous demandera un commentaire assez fourni et riche. Ah ben voilà, puisque moi-même je ne l'ai pas comprise, cette caricature. J'espère qu'avec vous, on va y aller. Il y a un monsieur sur un arbre perché, et puis il y a ce qui est écrit. Je commence avec vous, bienvenue. Oui, je vois. Vous avez la malchance de prendre la main. Oui, je vois cette caricature. Le personnage qui est sur l'arbre, perché sur un arbre, ça doit être le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Oui. Et je me rappelle que le jour de son installation, de son arrivée au cabinet, il avait avec lui... Ah, c'est donc le chien. Il avait avec lui un chien... Qui se retourne contre lui. Oui, apparemment, le chien se serait retourné contre lui. Ce chien qui sentait d'ailleurs les détournements, je me rappelle. En tout cas, d'ailleurs, dans le commentaire, il dit le pitbull bien formé, en tout cas, il s'attaque à toute odeur de détournement. Et je me rappelle aussi, le ministre avait dit devant des étudiants qui sentaient dans la salle l'odeur des détournements. Et donc je pense que bon, les caricaturistes, il est toujours de mauvaise foi, c'est Cash, oui, c'est Cash Tembo, toujours de mauvaise foi, et il a poussé le bouchon. Bienvenue à interpréter le dessin. Justement. Il n'a pas sorti le message. Oui, justement, les dessins, mais... Permettez-moi juste une seconde pour vous dire, parce que vous avez demandé l'importance de l'électricité à Kananga. Laissez-moi nous, quand on grandissait, on avait Savenkas à Kananga, on avait Inibra, on avait Bisoka, on avait Amato et Frères. Toutes ces entreprises-là fonctionnaient grâce au courant. Mais lorsque les coûts du carburant étaient venus chers, toutes ces entreprises-là ont disparu. Très bien. On a compris. Ce que je voulais ajouter. Parenthèse fermée. Alors ici ça c'était une parenthèse. Ici, là, bon, bienvenue l'a dit bien, sur l'arbre, c'est Constant Moutamba avec son chien qui se retourne contre lui. Mais a-t-il détourné, oui ou non? Bon, nous, 39 millions, c'est ça le dossier. Oui, bon, a-t-il détourné? On dit non. Il n'a pas détourné, mais il était sur un projet peut-être mal interprété ou mal communiqué. Il en souffre de ça. Très bien. Bon, ça se voit très clairement que cette caricature renvoie à ces dossiers de 39 millions pour la construction d'une prison à Kisangani. Bon, selon toutes les informations que je sais, que j'ai, en tout cas, je sais qu'il n'y a pas eu de détournement, ça c'est vrai. Mais pour moi, on parlait tout à l'heure ici de l'énergie et du barrage de Katende. Pour moi, je dirais que les populations, en tout cas de Kisangani, auraient beaucoup plus besoin, par exemple, d'un mini-barrage de 39 millions de dollars que d'une prison. Voilà ce que moi je peux dire. Très bien. Alors, on finit avec vous, Faustin.
Bon, moi je considère, au-delà de tout ce qui a été dit, moi je considère que les chiens, par rapport à la caricature, représentent l'opinion publique. Et le ministre qui a apparemment accroché sur cet arbre-là, il a intérêt à descendre pour donner des explications à l'opinion publique qui est son chien. Il faut qu'il nous dise la vérité. Qu'est-ce qui s'est exactement passé autour du dossier? Donc ils 29 millions, 29 millions. Ils ne descendent pas la peine de rester accrochés dans son arbre-là, parce que il est le seul à nous dire. Mais il est quand même inconfortable, hein. On sait le voir. Il est accroché. Mais c'est son chien, surtout qu'il lui dit, mais c'est moi le boss. Descends comme ça, tu nous donnes des explications, c'est mieux. Très bien. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. C'est donc votre magazine Kiosque Éco qui touche à sa fin. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.